Les 7 personnes, dont 5 Malagasy et 2 Sri Lankais impliquées dans l'affaire de blanchiment d'argent de 1 milliard d'ariars ne sont plus inquiétées. Elles ont été traduites devant le tribunal hier soir. La coupe et l'exportation illicite de bois de rose continue. Le ministre de l'Environnement, Antelme Ramparne, confirme ce jour que les noms qu'il a jetés aux médias ne sont pas des noms de gros bonnets. Et enfin, la trêve a une nouvelle fois été violée dans l'est de l'Ukraine. Les séparatistes et l'armée se sont affrontés à Donetsk. Une situation tendue également à Kiev, où des manifestants interpellent des élus qui demandent des mesures anti-corruption. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Bonsoir, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue à toutes et à tous. En dépit du report des communales à une date indéterminée, le parti présidentiel se prépare activement à ces élections. Une source révèle que la nomination de nouveaux PDS dans plusieurs mairies est en gestation. 4 ou 6 chefs de région risquent de se voir remplacés. Et dans le domaine de l'éducation, la nomination des DREN ou les circonscriptions régionaux et ainsi que les chefs des circonscriptions scolaires Cisco traînent. Le HVM a du mal à placer ses poulains. C'est un reportage d'Ange Arson. L'éducation sera-t-elle le cheval de bataille de la HVM ? Un mois avant la rentrée des écoles publiques, la nomination de nouveaux directeurs régionaux de l'éducation nationale et de chefs de circonscription scolaire Cisco tarde à venir. Près de 3 mois après la clôture de la date de dépôt de candidature, le parti HVM ne trouve pas encore les personnes dignes de confiance pour tenir ces postes. D'après notre source, la HVM astreint les instituteurs sans exception à intégrer le parti présidentiel. Par peur de représailles, la plupart ont souhaité rester dans l'anonymat. Rakut Njadzon Jean-Xavier, proviseur d'un lycée de la capitale, a souligné que les compétences devraient être priorisées dans la sélection des candidats. L'éducation ne devra pas encore instrumentaliser. Les partis au pouvoir qui en ont abusé n'ont pu rester longtemps en place. Interviewé sur les problèmes de l'éducation, le ministre Paul Rabar n'a fourni que très peu d'explications. Il a infirmé toute HVMisation de l'éducation. Selon lui, la procédure de nomination des DREN et chefs Cisco n'est pas encore arrivée à son terme. La coupe et l'exportation illicite de bois de rose continue. Le ministre a refusé de s'exprimer sur une éventuelle implication du fils du chef de l'État évoqué par un quotidien la semaine dernière. De son côté, le directeur du ministère de l'Industrie affirme ce jour que les sociétés malgaches sont libres d'utiliser du bois précieux à Madagascar. Le ministre de l'Environnement, Antelme Ramparne, confirme ce jour que les noms qu'il a jetés aux médias ne sont pas des noms de gros bonnets. Reportage. Les 9 noms déclarés par le ministre de l'Environnement ont fait l'événement la semaine dernière. Des noms jamais entendus et des têtes inconnues jusqu'ici. Le ministre de l'Environnement et des Forêts les avait pourtant présentés comme des gros bonnets du trafic de bois de rose. Antelme Ramparne avoue ce jour que ce ne sont pas encore les gros bonnets. Depuis 5 années maintenant, aucun businessman d'importance ni multimilliardaire du Triangle du Nord n'ont été inquiétés pour implication dans le trafic de bois
bois de rose. Seuls de simples comparses ou des simples porteurs ou manutentionnaires se sont retrouvés en prison. Le flou règne toujours autour de cette question qui fait pourtant scandale jusqu'au niveau international. Le calme plat règne à Andap, Soneranivung, Mananar, Antala, Samba, Vevo et Mar, réputés pôles du trafic et moins d'embarquements vers la Chine, l'Asie du Sud-Est ou le continent africain. Le gouvernement semble réticent à faire toute lumière sur le dossier. Aucune politique convaincante n'a jusque-là été mise en place. Le directeur du ministère de l'Industrie, Ravwara Arsan Patrick, a affirmé ce jour que les opérateurs malgaches peuvent exploiter les bois précieux de Madagascar, y compris le bois de rose. Jusque-là, aucun opérateur économique malgache ne s'est lancé dans l'exploitation de bois précieux. Ceux qui sont intéressés sont invités à approcher le ministère de l'Industrie pour des amples informations. Sur le marché international, le prix d'un rondin de bois de rose varie entre 25 à 40 $ le kilo, un prix sans aucun rapport avec la valeur du produit fini. Une guitare en bois de rose de marque Gibson est actuellement au prix de 500 $. La société américaine Gibson, qui a déjà été contrôlée par la police fédérale américaine pour suspicion d'achat illégal de bois de rose de Madagascar. Le déblocage des aides budgétaires ne dépend plus que de l'État malagasy. Les bailleurs de fonds n'attendent plus que le plan national de développement. Ce point a été mis en exergue lors de la présentation de la lettre de créance de 4 ambassadeurs au palais Diavlu ce jour. C'est un reportage de Gaëtan Gislav. Les 518 millions d'euros de la 11e fête ne seront pas débloqués cette année. Plusieurs documents, entre autres le plan national de développement, ne sont pas encore prêts. Le nouveau représentant résident de l'Union européenne a toutefois souligné que l'appui budgétaire promis par l'Union européenne sera disponible avant la fin de cette année. Cet appui budgétaire pour cette année, ça seront 65 millions d'euros, avec essai à débourser avant la fin de l'année, si, comme je dis, toutes les conditions sont remplies. Mais le président nous a assuré qu'il va faire, le gouvernement de Madagascar va faire tout le possible pour que ces conditions soient en place, y compris aussi un plan national de développement bien axé, bien priorisé, qui doit être 100% approprié et le résultat des consultations appropriées et menées sous le leadership du gouvernement malgache. La politique générale de l'État a été au cœur de l'entretien entre le président Erason Armapian et l'ambassadeur de l'Union européenne. L'ambassadeur d'Israël, quant à lui, a assuré la volonté de son pays à renforcer les relations bilatérales avec Madagascar. La médecine, tous les aspects sociaux, on a beaucoup évoqué le système de goutte à goutte qui est très performant en Israël, qui peut aussi rendre service ici au Madagascar aux besoins agricoles de votre pays. L'ambassadeur du Sénégal, de son côté, affirme la disposition de son pays à coopérer avec Madagascar dans différents secteurs. Le premier, c'est l'agriculture. Nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre de l'expérience malgache dans des domaines comme la riziculture, par exemple, la culture du sucre, etc. Mais aussi à la pêche et l'économie maritime. Le président de la République a bien voulu ajouter la sécurité maritime. Et nous pensons que ce sont aussi là des domaines extrêmement importants sur lesquels nous pouvons travailler. 4 ambassadeurs ont présenté ce jour leur lettre de créance au palais Diavlu. Le SAMIFIN, ou Service des renseignements financiers, a déposé une requête auprès de la gendarmerie afin que le fond de dossier des Sri Lankais suspectés dans une affaire de blanchiment d'argent leur soit communiqué. La somme de 1 milliard d'ariars était destinée à une affaire de lapidaire d'après nos informations. La libération des 2 Sri Lankais très tôt ce matin a vivement surpris l'opinion publique. Reportage. Les 7 personnes, dont 5 Malagasy et 2 Sri Lankais impliquées dans une affaire de blanchiment d'argent, ne sont plus inquiétées. Elles ont été traduites devant le tribunal hier soir. Le procès a duré plusieurs heures d'après le quotidien Midi Madagascar. Il ne s'est terminé que vers 2 heures du matin. Ces personnes ont été relâchées au bénéfice du doute. Que s'est-il donc passé durant ce procès? Le transport de cette somme colossale, à hauteur de 1 milliard d'ariars, est-il régulier? La gendarmerie suspectait une affaire de blanchiment d'argent.
Quelle est la part de responsabilité des Samifines dans de telles affaires? À ce jour, le Samifine n'a encore eu connaissance du dossier. Où en est la collaboration entre ces différentes institutions? Si le fond du dossier aurait dû relever du Samifine, il semble avoir été peu considéré. Rappelons que le Samifine a pris en charge des affaires de blanchiment d'argent à hauteur de 220 milliards en 2013. En 6 ans, 302 dossiers ont passé devant cet organe. Où est passée la somme de 1 milliard d'ariars et les 18 lingots d'or de 22 kilos? Ont été-ils transmis à la Banque centrale? Aucun responsable n'a voulu livrer des informations sur le sujet. 150 nouvelles entreprises et 750 emplois directs, tels sont les objectifs de la 6e édition du Carrefour des entrepreneurs, dont le coup d'envoi sera donné le 16 octobre prochain. L'initiative vise à pousser les jeunes à entreprendre et notamment les développeurs à aller jusqu'au bout de leurs idées. Le thème de cette année se portera sur le TIC ou technologie de l'information et de la communication après l'agrobusiness, l'import-export, le tourisme, l'artisanat et le développement durable. 22 entreprises participeront à l'événement. Écoutez ces explications du directeur de projet, Rouva Ramadan. Le Carrefour des entrepreneurs 6e édition sera dédié aux technologies de l'information et de la communication. Elle se tiendra au Carleton de Madagascar le 16 et 17 octobre prochain. Nous pouvons y voir une série de conférences, des expositions concernant les entreprises et les sociétés qui travaillent dans le domaine. Actuellement, nous sommes dans une période de relance. Nous pensons que ce projet va apporter non seulement des idées, mais aussi des emplois et la création d'emplois, notamment 150 sociétés. Notre objectif, c'est de pouvoir créer 150 sociétés et également de créer 750 emplois directs. Un cas suspect de la fièvre Ebola aurait été détecté à Maurice. De retour à un voyage au Mali, le patient ne présentait aucun signe de maladie et les premiers symptômes ont été décelés hier. Présentant des signes d'une forte fièvre, il a été interné hier à l'hôpital SSNR selon le ministre de la Santé mauricien. Le diagnostic n'a pas encore été prononcé. Les autorités mauriciennes ont toutefois lancé une alerte. Et en présentant le plan d'action des États-Unis contre Ebola, Barack Obama a affirmé que l'épidémie était une menace potentielle pour la sécurité mondiale. Déjà empêtrée dans une crise politico-militaire, la Centrafrique pourrait en plus devoir faire face au virus Ebola. À l'Institut Pasteur de Bangui, les cas suspects sont minutieusement analysés. C'est un reportage de France 24. Éviter la panique que pourrait susciter un cas confirmé de fièvre Ebola à Bangui. À l'Institut Pasteur, on travaille sur la question avec les meilleurs spécialistes de la région. Il faut lutter pour que cette transmission n'arrive pas dans la capitale de Bangui. La population est très dense, donc il y a une grosse promiscuité et puis il y a une grande activité de la population, les marchés, les transports. Dans des conditions pareilles, l'épidémie se propage très rapidement. À la pointe de la recherche sur les fièvres hémorragiques, une annexe placée sous très haute surveillance. Ici, des techniciens analysent tous les prélèvements des cas suspects connus à ce jour en Centrafrique. La majorité sont détectés à l'aéroport et placés en quarantaine. L'Institut Pasteur a pu faire jusqu'à aujourd'hui 58 prélèvements. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ces examens sont négatifs pour le virus Ebola. Si l'aéroport est sécurisé, ce n'est pas le cas du fleuve qui sert de frontière avec le Congo RDC, pays dont l'une des provinces est affectée. Nous qui travaillons sur le fleuve, on a eu beaucoup de peurs pour Ebola qui vient de l'RDC. Donc c'est au gouvernement centrafricain de mettre un bureau en place pour faire le contrôle au bord du fleuve pour que Ebola ne rentre pas ici à Centrafrique. Les infrastructures de surveillance promises par le ministère de la Santé tardent à se mettre en place. Alors, les Centrafricains retiennent leur souffle dans un pays qui doit déjà gérer les fléaux nés de la crise politico-militaire. Moscou a apporté aujourd'hui son soutien aux premières offres politiques de Kiev pour parvenir à une paix avec les rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine, où des tirs meurtriers se poursuivaient en violation du cessez-le-feu. À Donetsk, 2 civils ont été tués. C'est toujours un reportage de France 24.
Le visage masqué pour certains, ils se sont donné rendez-vous devant le Parlement ukrainien. Environ 200 manifestants sont venus réclamer l'épuration politique, une loi pour exclure tout responsable corrompu lié de près ou de loin à l'ancien régime. Une manifestation au lendemain d'un vote crucial dans le pays. Mardi, la Rada a validé 2 lois garantissant une plus grande autonomie des régions pro-russes de l'Est, l'organisation d'élections le 7 décembre prochain dans les districts séparatistes et une amnistie sous condition aux rebelles et aux militaires qui s'affrontent depuis 5 mois. Cette démarche, qui va dans le sens de l'accord de cessez-le-feu signé à Minsk, ne change rien pour les séparatistes. Nous devons consulter le document et examiner cette loi. Cependant, nous ne devons pas oublier que cette loi est ukrainienne, qu'elle a été adoptée par le Parlement ukrainien. Et nous avons notre propre Parlement qui vote ses propres lois. Sur le terrain, le cessez-le-feu est mis à mal. Ce sont les armes qui continuent de parler et Kiev rejette la responsabilité sur le camp adverse. Les combats sont particulièrement importants